وقت نزدیک است. It is very close, and very soon we will announce a new government. Are we talking about days, weeks? چند روز. D'un côté, l'imam Khomeini, depuis son exil, annonçait une révolution imminente. De l'autre, un président américain promet d'anéantir l'Iran. Et au milieu, un président français qui affirme que la République islamique est le seul responsable de l'attaque qu'elle subissait. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera anéanti. Et chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en flammes, en train d'exploser. Ces paroles ont précédé les bombes. Et les bombes sont tombées. Des civils, des cibles militaires iraniennes ont été pulvérisées. Mais ce que l'on ne vous a pas dit, c'est ce qui se passait après les frappes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Iran. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Le drapeau actuel de la République Tout comme vous, j'ai vu ces images. J'ai été bercé par cette communication intense qui vise à incriminer l'Iran, l'accuser d'être une dictature, le régime des mollahs, ceux qui martyrisent leur population. La réalité que j'ai pu constater à de nombreuses reprises ces dernières années en allant sur place était radicalement différente. Et j'y suis retourné pendant la guerre parce que il me paraissait essentiel de vous montrer la réalité sur le terrain. Comment sont les Iraniens malgré les bombes. Ça, ce sont les images que tout le monde a vues. Des missiles qui partent pour détruire une dictature, faire tomber un régime, soutenir une population qui se soulèverait contre son gouvernement. Ça, ce sont les images. Des images qui visent des cibles militaires. Des images qui pourraient prouver que la guerre a du sens parce que la liberté, c'est ça l'argument, la liberté. C'est leur étendard. Ils prétendent déclencher des guerres au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Alors, allons voir sur place. J'arrive à l'aéroport d'Orly, parce qu'il n'y a pas de vol direct pour aller jusqu'à Téhéran. Avec l'embargo, faut pas rêver. Donc, j'ai pris un vol pour la Turquie avec une correspondance de 12 heures. Tant pis. Je passerai le temps. La guerre est pas finie, et les frontières aériennes sont encore assez chaudes. Mais je veux voir. Dans la file, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. En tout cas, je veux comprendre ce que les écrans de télévision nous cachent. C'est ça l'objectif de ce voyage. Parce que il faut montrer la réalité du terrain. C'est marrant de voir ici comment les gens sont à des années-lumière de penser qu'il puisse y avoir la guerre quelque part. J'embarque dans l'avion, il reste plus que ça à faire. Là, j'arrive en Turquie. J'ai une escale de 12 heures, alors je me promène. Je regarde un petit peu comment c'est, l'aéroport, l'architecture. Bon, je prétends pas m'être baladé dans la ville, donc je sais qu'Istanbul, c'est une ville très riche, mais là, je vais pas avoir le temps. Donc, je flâne autour de l'aéroport. J'attends mon vol pour Téhéran, et la nuit est très longue. Enfin, j'arrive à Téhéran. Là, à l'atterrissage, je regarde par le hublot, l'aéroport de Téhéran est debout. Il fonctionne. C'est pas une ville en ruine, du moins ça a pas l'air. On verra bien. En descendant les escalators, un immense drapeau aux couleurs de la République islamique m'accueille. Ici, le symbole n'est pas un vestige, c'est un étendard. De ma chambre d'hôtel, la vue sur le nord de la ville est saisissante. Au loin, la chaîne de l'Himalaya. La ville est calme, presque trop calme. Mais ce calme, c'est celui de la détermination. J'ai pas trop attendu. Je suis descendu directement vers la place Tahrir, la place de la Révolution. Et là, c'était un peu le choc. Je vois des enfants qui s'amusent, énormément de monde dans les rues. Je vois des familles, je vois des gens avec des drapeaux. Il y a des gamins qui jouent un peu partout, et des échoppes où on vend des trucs. Bon, c'est des trucs un peu particuliers. Ça ressemble à Barbès, mais un petit peu différent. Disons que c'est pas des tours Eiffel qui vendent ici.
Je m'avance un peu plus. Je suis la musique, je suis la foule. Je descends les avenues, je marche. Plus ça va, plus j'entends un brouhaha incessant. Quelque chose qui dégage la ferveur. Ça me rappelle les soirs de Coupe du Monde, à Paris, en 98. Sauf que là, cette Coupe du Monde, c'est vraiment une Coupe du Monde très particulière. En vérité, je suis complètement ébahi. En Occident, on nous vend l'idée d'un peuple opprimé qui attend les bombes comme une libération. Ici, je constate l'inverse. Les Iraniens soutiennent le régime. C'est pas une opinion, c'est juste une évidence palpable. La place est noire de monde. Des chanteurs sur des scènes ouvertes, des familles, des jeunes, des milliers de drapeaux. C'est pas une foule contrainte, ça. D'ailleurs, vient l'idée de poser quelques questions à des gens. Je le ferai un peu après. Mais franchement, c'est vraiment un rassemblement spontané de soutien à leur République. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment du monde. C'est une ambiance complètement lunaire. On dirait un festival de musique en Europe. Ces trucs où... Sauf que là, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de leur pays. La réalité, elle est complètement incroyable. J'ai jamais vu un tel patriotisme. En France, il y en a beaucoup qui en auraient des leçons à tirer. Parce que ce patriotisme-là, on sent qu'il vient des tripes. Contrairement au récit occidental d'une jeunesse unanime contre le régime, de nombreux témoignages, et le mien maintenant, montrent qu'une partie importante de la population, y compris chez les jeunes, reste attachée à la République islamique, ou au moins au projet révolutionnaire de 1979. Les manifestations pro-gouvernementales, auxquelles j'assiste, ont rassemblé des millions de personnes. Les frappes extérieures qui ont suivi ont même renforcé le sentiment national. Si on compare avec les événements de janvier 2026, c'est loin d'être clair. Il y a eu des morts, une répression peut-être, probablement, mais aussi des signes évidents d'ingérence étrangère, des chiffres invérifiables et un narratif occidental trop parfait pour être honnête. Avant de condamner unilatéralement un gouvernement, il serait sage de se demander qui avait le plus à gagner d'un chaos sanglant en Iran. De plus, Israël n'a jamais caché ses capacités d'infiltration. Les États-Unis et Israël ont affiché depuis des décennies leur volonté de voir tomber la République islamique. Des matériels militaires occidentaux auraient été saisis, introduits via le Kurdistan. Dans ce contexte, l'hypothèse d'une instrumentalisation extérieure, d'un mécontentement économique réel, devient tout à fait plausible. Les précédents, Libye, Égypte, Ukraine, montrent que l'Occident maîtrise l'art de transformer des protestations en tentatives de régime change. Ça, c'est la signature de l'impérialisme. Alors après, il y a cette rumeur que j'ai emportée avec moi. Un truc qui vient d'Europe. Enfin, un truc occidental, quoi. Une rumeur comme quoi les gens seraient menacés ou seraient payés pour venir à ces manifestations. C'est un truc que je trouve quand même assez dingue. Alors, je me suis mis dans l'idée d'aller interroger au moins 2-3 personnes pour savoir spontanément qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça, c'est les slogans qu'on entend tout le temps en Iran quand il y a des manifestations. Ça, c'est vraiment leur cri de guerre. Bon allez, j'essaye de me déterminer. Faut que je bouge d'ici, faut que j'aille pêcher des informations. Ce qui va pas être simple, ça va être de se frayer un chemin parmi cette foule. Parce que je vous promets qu'il y a du monde et je vous promets que c'est dense. J'ai dû mettre une bonne vingtaine de minutes à arriver jusqu'au centre de la place. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre présence sur cette place de la Révolution ce soir à Téhéran? Pourquoi je suis ici? Je suis venu uniquement pour mon pays, c'est ma patrie et je suis profondément patriote. Si Dieu le veut, nous vaincrons. J'aime mon pays, mon royaume, cette terre où j'ai grandi et j'ai vieilli. J'y suis viscéralement attaché. C'est mon devoir d'être là ce soir.
au-delà des consignes de notre guide suprême qui nous a demandé de ne pas déserter les rues tant que j'en aurai la force, je viendrai, c'est mon devoir. Et pour tous ceux qui prétendent qu'on nous paye pour venir, à tous ceux qui disent ça, je leur réponds, si on distribue de l'argent quelque part, dites-le moi, j'y vais tout de suite. Non, évidemment qu'il n'y a pas d'argent. Tout cela vient du cœur, c'est mon propre choix. Je fais ça pour ma patrie et rien d'autre. Nous resterons dans la rue, portés par l'amour de l'imam Mahdi jusqu'à la victoire finale. Bonsoir, comment allez-vous? Où vous trouvez-vous actuellement? Je me trouve actuellement sur la place Engelab, la place de la Révolution, ici au cœur de la capitale iranienne, à Téhéran. Et quelle est la raison de votre présence ici? Nous sommes venus pour faire bloc aux côtés de nos frères iraniens, ce grand peuple résistant et combattant. Ils sont descendus en masse ce soir, alors qu'il est déjà 1h du matin, pour afficher leur soutien indéfectible à leurs forces armées et aux gardiens de la Révolution. Ces forces qui ont mené cette nuit des frappes ciblées contre des zones situées dans les territoires occupés en Palestine, en touchant des objectifs très sensibles de l'ennemi israélien. Si on était payé pour être là, absolument tout le monde serait dans la rue ce soir. Nous sommes ici de manière totalement bénévole. Nous détestons profondément l'Amérique et Israël. Si nous occupons la rue aujourd'hui, c'est pour le sang versé de nos martyrs, pour notre leader martyr et pour faire flotter notre drapeau. Nous faisons cela gratuitement. On les déteste. Après une courte nuit à l'hôtel, je me suis reposé vraiment pas très longtemps. Je me rends dans le centre de Téhéran pour aller constater les premières frappes, enfin du moins leurs résultats. Là, je suis face à l'hôpital Gandhi, une clinique qui a été soufflée par une explosion. En fait, en face de ce bâtiment, il y avait un immeuble qui appartenait à IRIB, la télévision iranienne. Et pour couper toute communication, probablement dans l'espoir de déclencher un soulèvement qui n'a jamais eu lieu, les locaux de la télévision étaient systématiquement pris pour cible. Ce qui empêchait les Iraniens d'être informés sur la réalité de ce qui se passait dans leur propre pays. En tout cas, ce que je constate en visitant cet hôpital, c'est que les vitres ont été explosées, les murs sont noircis. Le personnel soignant a abandonné les lieux. Quand on voit l'état des lieux, pas comment on pourrait soigner des gens là-dedans. Et malheureusement, voilà, vous constatez le bâtiment qu'il y avait à la place de ce terrain vague. Un peu plus tard, je me suis rendu au siège d'IRIB, justement, la télévision iranienne, ce qu'ils appellent la télévision d'État. Bon, s'ils veulent. En attendant, tous les États possèdent des télévisions, ou du moins des organes de presse. Donc, rien d'incohérent là-dedans. Bref. Quand j'arrive devant le siège de l'IRIB, pulvérisé, on peut pas employer un autre terme, par la puissance du souffle, qu'on voit encore visible partout. Là, je constate la puissance de feu. Ici, un projectile, probablement un morceau de l'immeuble, qui a transpercé un poteau. Il est retourné. La faculté de philosophie des sciences. Voilà. Ça, c'est une des cibles de l'armée américaine. Sur les images qu'on nous montre à la télévision, ça tire sur des bâtiments lointains dans le désert. Ça tire sur des batteries lance-missiles. Ça tire sur des tanks. Ça tire sur des radars. Et ça nous montre jamais ces images-là. Jamais les images d'une faculté qui a été pulvérisée par un missile. Voilà. Ça, c'est la réalité du terrain. Ça, c'est la réalité de la guerre. Ça, c'est la réalité de la démocratie. C'est comme ça que la démocratie s'impose depuis des décennies. Par des bombes, par de la violence, par des intimidations, en s'en prenant au cerveau d'une nation. Ici, la faculté, ça représentait pas vraiment un danger militaire. Pourtant, c'est clair.
Ici, c'est parlant, c'est une faculté. C'est ce qui produit les ingénieurs, c'est ce qui produit les intellectuels, c'est ce qui produit l'avenir de la nation. Les Iraniens, ils forment plus d'ingénieurs par an que toute l'Union européenne réunie. Encore une belle leçon par rapport à celle qu'on veut donner aux pays musulmans en les traitant de terroristes à longueur de journée. Je serais incapable de donner le nombre de sobriquets qu'on peut donner à ces pays-là. Alors les monarchies pétrolières qui collaborent avec les Américains depuis des décennies, je peux comprendre. Mais les Iraniens, c'est vraiment autre chose. Bon, je reprends la voiture, direction Qom, un peu au sud de Téhéran, à peu près 130 km. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça, c'est les repas dans les stations-service. On est très très loin des sandwichs dégueulasses qu'on peut trouver sur nos autoroutes. Ici, les gens ont même le souci de la présentation. Culturellement, l'Iran, c'est vraiment un autre monde. Enfin, j'arrive à Qom. C'est ultra vivant. Voilà, ça, c'est la réalité de la population iranienne, déjà vis-à-vis de leur religion. Les lieux de culte sont pleins, et ils sont pas pleins parce qu'on les force à y aller. Ils sont pleins parce qu'ils ont une vraie croyance, comme en Europe on pouvait avoir il y a quelques siècles. Alors bon, il y en a que ça dérange. On peut se demander qui ça peut bien emmerder que d'autres gens puissent croire en Dieu. Alors oui, c'est sûr, il y a toujours des tarés, quelque part, à droite à gauche, mais bon, ça fait pas une généralité. Ici, c'est une école, dans la ville de Qom. Justement, cette école, elle a été témoin, encore une fois, d'une frappe chirurgicale de l'armée américaine. Ici, c'était un bâtiment résidentiel. Il y avait que des familles qui vivaient là. En quelques secondes, un missile, et je sais pas combien de civils qui meurent. Le petit gamin avec le t-shirt bleu sur la photo, c'était le meilleur pote de ce petit garçon-là, qui est là tous les jours. Tous les jours, il vient rendre visite à son copain, parce qu'il lui manque. On lui a demandé, mais pourquoi tu viens là tous les jours? Il nous a répondu, parce qu'il me manque. Et puis je pense à l'école qui est derrière. Et je me dis non, j'ose pas imaginer qu'ils aient raté leur cible. J'ai en tête les images de Minab, l'école qui fut touchée par 2 missiles. Je vois des enfants, l'un d'eux vient ici tous les jours. C'est ça l'impérialisme. Alors c'est ça la démocratie. C'est ça qu'ils défendent tous les jours sur BFM. Je me rends au cimetière de Qom, au cimetière des martyrs, pour me rendre compte un petit peu de tous ceux qui ont donné leur vie. Et là, ce qui me frappe, c'est le monde qu'il y a. C'est incroyable. Il y a des familles qui viennent pique-niquer. Les gens viennent visiter leurs morts tous les jours. C'est ultra vivant. C'est hallucinant. Ici, c'est une échoppe où on distribue à boire. Je sais qu'il y a un Français enterré ici, Jérôme Courcelles. Je suis allé sur sa tombe pour lui rendre hommage. Je me rends à Minab, sur les ruines de l'école. L'école qui a été bombardée. Ici, c'est une école primaire. Franchement, les mots manquent pour décrire l'horreur du spectacle. C'est pas un bâtiment effondré. C'est un cratère. C'est un monceau de débris. La puissance de feu qui a été employée pour détruire une école primaire, si ça c'est pas démesuré. Encore une fois, la liberté et la démocratie. Je l'ai devant les yeux, la façon dont ils la portent. Ils sont beaux avec leur cravate derrière, leur caméra de télévision, avec leur micro, à essayer de nous faire croire que tout ça, c'est pour la liberté d'une population. Mais la réalité que je vois sur le terrain n'a absolument rien à voir avec ce qui nous est vendu, comme de la propagande, comme une vulgaire réclame publicitaire, sur toutes les chaînes télévision du pays, d'Europe et de l'Occident. Ah bon? C'était eux les terreurs? C'était eux les terroristes? C'était eux qui menaçaient l'Europe, qui menaçaient les États-Unis, et surtout qui menacent Israël? Quand on regarde le conflit israélo-palestinien, on sait tout de suite qui menace qui, et on sait tout de suite qui martyrise qui. Pas besoin de nous faire de dessin. Les gens sont pas aveugles, ils sont pas sourds.
qui est clair en tout cas, c'est que ça, c'est la politique de la terreur. Exactement comme ils ont employé à Gaza. Ça, c'est la politique d'un expansionnisme. Ça, c'est une volonté impérialiste que personne ne doit tolérer. Personne. Des femmes, des hommes, ils viennent tous à partir de 7h ou 8h du soir jusqu'à 1h du matin avec leur drapeau, avec leurs paroles. Donc c'est vraiment, j'ai vu dans leur visage la détermination. Quelque chose qui est avec... Cette façon qu'il y a à l'Occident, avec ses bombes, de vouloir imposer sa vision du monde, c'est quand même incroyable. C'est comme si votre voisin rentrait chez vous parce que la peinture que vous avez mise sur vos murs lui déplaît. Voilà. La réalité, c'est qu'on en est là. Ils convoitent les terres des autres. Ils convoitent le pétrole des autres. Ils convoitent les richesses des autres. Ils veulent contrôler. Ils veulent gérer. Ils veulent s'enrichir. Mais au-delà de ça, est-ce que ça serait pas une guerre idéologique, au fond? Une guerre qui oppose deux visions du monde. Pas celle de la vision qui nous vendent, à savoir que ce sont des terroristes qu'il faut combattre, mais deux visions radicalement opposées. Ici, c'est les 168 tombes des enfants qui sont morts dans l'école. Alors c'est sûr, pour les Européens, c'est des chiffres. Ce sont des news secondaires, noyés dans le flux d'informations. Des informations inutiles, la plupart du temps. Mais ici, ce sont des prénoms, des vies, Ici, des familles brisées. Ici, une professeure de l'école. Elle était enceinte au moment de la frappe. Du coup, ils l'ont enterrée elle et son bébé, côte à côte. Je pars pour Karman, dans le sud-est de l'Iran, voir la tombe du général Soleimani et le cimetière des martyrs. Dans l'avion, c'est un peu bizarre, parce que on voit qu'il n'est pas de dernière jeunesse. Et puis, avec l'embargo, t'as tendance à observer un peu partout. Quand je me rends compte que même au-dessus de ma tête, il manque des boutons. Quand j'arrive, le soleil se lève à peine. Il doit être 6h30 du matin. Personne, c'est très calme. Et là, je découvre le cimetière des martyrs de Karman. Encore une quantité astronomique de gens qui ont donné leur vie pour la République islamique. Ici, il y a autant des tombes de soldats qui sont morts pendant la guerre Iran-Irak que de martyrs qui sont morts plus récemment dans les différentes attaques israélo-américaines. La ville natale du général Soleimani est Karman, celui que les Iraniens considèrent comme un héros de la guerre contre le Daesh, l'homme qui a vaincu l'État islamique sur le terrain. Ici, une plaque qui explique comment il a quitté ce monde. Vous le devinerez si vous voulez, mais il a été assassiné par les États-Unis. Voilà, ça c'est sa tombe. Maintenant, c'est là que ce héros de la République islamique repose. Dans un cimetière où d'autres tombes de martyrs sont présentes. Des centaines, peut-être même 1 millier. Chaque pierre raconte un sacrifice. Ici, c'est le cimetière des martyrs de Téhéran. Du moins, la partie récente. Celle où tous les martyrs téhéranis qui ont été victimes des bombardements ou des agressions israélo-américaines de ces dernières années ont été enterrés. Ici, les familles viennent se recueillir très régulièrement. Et encore une fois, c'est ce qui frappe. C'est le nombre de personnes, non seulement qui ont donné leur vie, mais également le nombre de personnes qui font vivre les cimetières. Là-bas, la mort, c'est pas un truc tabou. C'est pas comme chez nous. C'est pas quelque chose qui cultive. Pas comme on l'imagine. Personne ne recherche à mourir, évidemment. Mais pour eux, le sacrifice ultime,
mourir dans la voie de Dieu, comme ils disent, eh ben, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. Quoi de mieux pour illustrer mon propos que de me rendre dans le quartier où habitait Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, cet homme au visage de grand-père qui terrorisait Israël et qui faisait trembler les États-Unis. Et dans ce quartier où résidait le guide, il faut noter quelque chose d'essentiel. Dans les mêmes lignées que l'imam Khomeini, il vivait pas dans un quartier semblable au Triangle d'Or ou les gros quartiers bourgeois à Paris. Non, non. Il vivait dans un quartier plus semblable à celui de la gare du Nord, si on doit comparer. Car oui, on est bien obligé de l'admettre. Leurs guides vivaient quand même la plupart du temps dans l'humilité. On peut pas dire que ce soit des gens qui vivaient dans l'opulence. Ça, c'est une évidence. C'est dans cette rue que les bombes sont tombées, le premier jour dans la guerre. La foule est dense, il y a du monde tous les soirs. Au début, j'ai du mal à avancer, puis j'arrive à m'approcher de l'estrade. Une fois sur place, je la vois. C'est là. La chaise dans laquelle il faisait ses prêches. Et surtout, la photo de sa petite fille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Iraniens ont le sens du respect. On est loin de la considération que les Français ont pour leurs élus républicains. Dans la rue, toujours le même spectacle. Après des jours de présence, je me rends compte que ça s'arrête jamais. Donc, c'est décidément pas de la propagande. Tous les carrefours, toutes les rues, il y a des drapeaux, il y a des rassemblements, dans toute la ville, et même dans les autres villes que j'ai pu visiter. C'est juste incroyable. Tous les soirs, cette résilience, cette détermination est vraiment extraordinaire. J'admire vraiment le peuple iranien. C'est ça la résistance. C'est ça qu'ils appellent l'axe de la résistance. Un soir, j'ai eu la chance de croiser l'adjoint au maire d'un quartier de Téhéran. Je me suis permis de l'interpeller et de lui poser quelques questions sur la situation en Iran, etc. Qui a été frappé par la ville. Et voilà, j'aurais voulu vous demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement des événements qui lors de l'agression américano-sioniste? C'est un quartier résidentiel. C'est la place Rezalat à Téhéran. Ici, nous avons presque 250 appartements qui ont été détruits. C'est un groupe résidentiel qui était derrière moi. Lors de la cérémonie du deuil, nous avons demandé tout ce qui était faisable pour construire les bâtiments le plus rapidement possible. Quand nous voyons la réalité, cette réalité, les Américains ont tiré des missiles politiques qui ont créé cette situation que vous voyez maintenant derrière moi. Alors donc vous nous confirmez qu'il y a eu énormément de victimes civiles juste dans ce quartier, plus de 1000. Est-ce que vous pensez que les Américains ont fait cette frappe sciemment sur des civils? C'est une erreur de tir, sachant qu'ils ont prétention de faire des frappes chirurgicales lorsqu'ils font des offensives. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de fait volontairement? Non, ce n'est probablement pas volontaire. Parce que s'ils avaient voulu faire du tir de précision, ils avaient beaucoup d'autres cibles militaires plus faciles autour. Ils auraient pu frapper des bâtiments militaires voisins sans problème. Ils ont frappé un immeuble résidentiel. Dans cet immeuble, ce n'était que des familles. Tous sont tombés en martyrs. Il y avait une famille qui vivait ensemble, une famille entière. Ils étaient 19 personnes. Tous sont tombés en martyrs, tous ont été tués. On peut en déduire qu'ils ont une logique qui est semblable à celle que les Israéliens ont sur Gaza, à savoir la terreur sur les populations, terroriser les gens de manière à peut-être créer un soulèvement populaire ou un désespoir général dans la population iranienne. Exactement. Tout leur objectif, en frappant un bâtiment résidentiel, est de créer des martyrs parmi le peuple.
Ils savent que dans notre religion, dans nos croyances, nous avons une culture du martyr. Notre imam a été martyrisé, avec 72 compagnons. Tout notre peuple est prêt au martyr. Ils ont pensé qu'en faisant cela, ils pourraient nous décourager. Mais ça nous renforce. Et d'avoir une réponse appropriée par la suite. Nous avons également informé la municipalité de Téhéran, car la municipalité considère comme son devoir de reconstruire ses biens. Ils vont d'abord fournir un hébergement temporaire aux habitants, puis ils reconstruiront pour que les propriétaires retrouvent enfin leur logement. به صورت اسکان موقت نگه داره و بعد براشون جایی تهیه کنه بتونن اسکان داشته باشن تا ملکشون ساخته بشه. Dans le monde, on nous dit qu'il faut pas être manichéen. Il faut pas y voir le bien, le mal aussi facilement. Mais ce que je constate, moi, de mes propres yeux, c'est que les Américains ne subissent rien. Pourtant, ils ont envoyé une armada. Les premières images qu'on a vues, c'était Gaza. Ça, c'est la réalité. 100 000 morts depuis 2023. Ici, ce sont des véhicules de secours qui circulent dans les rues de Nabatieh, au sud Liban. Parce que voilà, c'est ça l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, ce sont des gens, des civils, des citoyens, des professeurs, des boulangers, des bouchers, des parents, des enfants, qui se soulèvent contre l'oppression, qui se soulèvent contre l'occupant, qui se soulèvent contre un projet qui vise à les anéantir pour construire le grand Israël, car elle est là la réalité. Les Israéliens l'ont affirmé eux-mêmes, les plus hautes autorités. C'est contre ça, contre des assassinats de journalistes, que l'axe de la résistance se bat. C'est pour informer, même si ici on nous dit que c'est de la propagande. C'est pour lutter contre ça, les destructions qu'on peut voir à Gaza, au Liban, et peut-être même un jour chez nous. On n'est pas à l'abri. Vous savez, ils nous ont même menacés de l'arme nucléaire. Ici, ce sont les photos concernant leur guerre contre le Daesh. Ils ont été en première ligne, parce qu'ils luttent contre ça, contre ça, contre ça, contre ça, contre eux. C'est ça la résistance. C'est un état d'esprit. C'est la même chose que ce qu'on pouvait avoir en 39-45, quand les Français voulaient chasser les Allemands. Ici, vous voyez le peuple iranien, celui qui se soulève. Il se soulève pas contre sa république. Il se soulève contre l'injustice. Il se soulève contre l'impérialisme. Il se soulève pour une cause qui est juste, celle de son indépendance, d'une indépendance réelle. Pas une indépendance de façade. Pas quelque chose au service de l'oligarchie impérialiste occidentale. Ça, c'est leur fierté. C'est les drapeaux de toute l'axe de la résistance. Le drapeau des résistances chiites, même parfois sunnites, même chrétiennes au Liban. Parce que oui, pas de distinction chez les croyants, pas de distinction chez ceux qui combattent l'injustice, même si vous êtes athée. Parce que l'histoire de l'Iran, c'est ça, de l'imam Hussein, jusqu'au martyr de la révolution islamique, jusqu'à aujourd'hui, qui défend un idéal. Et qu'on le veuille ou non, cet idéal, il est noble. Alors oui, la République islamique, on peut la critiquer, parce que personne n'est parfait. L'être humain est imparfait. C'est sa nature. Il essaye de tendre vers le bien. Mais voilà, on ne peut pas nier que ces merveilles qui ont été construites par une culture millénaire, il faut les protéger. Il faut défendre les opprimés. L'Iran a le droit de se défendre. Parce que lui, contrairement à d'autres, il est vraiment attaqué. L'Iran n'a usurpé sa terre à personne. L'Iran existe depuis des millénaires. C'est le berceau de la civilisation occidentale. Alors on les accuse d'être une dictature, de massacrer leur population. Or ce que j'ai pu voir ici ressemble plutôt à l'inverse. Certes, ils ont un état fort, mais est-ce qu'on n'est pas contraint d'avoir un état fort lorsqu'on est agressé par tous les états démocratiques du monde? Voilà, c'était mon dernier jour en Iran. Je reprends la voiture en direction de l'aéroport. Mais voilà, je suis bien content d'avoir pu faire ce film. Même si certes il est incomplet. Peu importe, de toute façon, la propagande occidentale est bien trop massive. Les moyens qu'ils y mettent
sont bien trop énormes. Mais voilà, j'essaie de contribuer. Et comme il y en a qui disent, l'important, c'est de participer. Et voilà, on est rentré. Revenu en France, à Orly.